Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous pour vous parler effectivement de cryptographie post-quantique et surtout de trouver la meilleure façon d'adresser le sujet. Alors, en termes de... Si j'arrive à faire fonctionner... Voilà. Donc, l'idée de ce talk, c'est déjà de reprendre la base, c'est-à-dire de quoi on parle en termes de risque. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'enjeux auxquels on peut répondre avec ces nouveaux algorithmes post-quantiques et on va voir les challenges que ça amène. Notamment, il y a plusieurs approches possibles pour mettre en place une sécurité et organiser une transition avec l'hybridation. Donc on aura l'occasion de détailler tout ça. Alors, si on reprend un petit peu l'histoire autour du risque quantique, tout vient avec l'arrivée des ordinateurs quantiques. Et finalement, aujourd'hui, la question, c'est plus de se dire si ces ordinateurs vont arriver, c'est plutôt quand ils seront capables de fonctionner à l'échelle, c'est-à-dire en masse, et mettre en péril, entre guillemets, notre sécurité. Donc, en termes de risque, on va retrouver différents types. Le premier, c'est le Harvest Now, Decrypt Later. L'enjeu autour de ce risque, c'est de se dire, si mes données ont de la valeur aujourd'hui, même si je ne suis pas en mesure de les déchiffrer, je vais pouvoir les stocker. Et puis, aux environs de 2030, quand j'aurai des ordinateurs capables de déchiffrer ces données, je vais pouvoir potentiellement accéder à des secrets d'État, des informations sensibles, etc. Donc là, c'est vraiment l'enjeu majeur. Deuxième enjeu, ça va être tout ce qui est forge de documents, c'est-à-dire recréer, resigner des documents qui auraient été signés légitimement. Et par exemple, pour un contrat d'assurance, vous êtes en capacité de recréer un certificat, de le resigner, et finalement, vous falsifiez les données qui sont présentes dans ce document. Donc là, on voit tout de suite l'enjeu dans le domaine bancaire, l'assurance, et ainsi de suite. Et enfin, tout ça, ça nous amène aussi au risque de la monoculture, puisque finalement, notre sécurité d'aujourd'hui, elle repose sur des algorithmes qui utilisent les mêmes problèmes mathématiques à la base. Donc si on arrive à casser ces problèmes mathématiques, finalement, toute la crypto tombe. Et l'enjeu des algorithmes post-quantiques, c'est justement de répondre à ce challenge-là. Et j'ai mis pour mémoire aussi que l'ANSSI a clairement dit que dès 2027, ils ne certifieront plus de produits qui n'embarquent pas une couche post-quantique. Et dès 2030, il ne sera plus raisonnable d'utiliser des produits qui ne sont pas quantique résistants. Et donc l'enjeu, c'est vraiment, si vos données ont de la valeur après 2030, il faut engager une démarche autour de la migration. Un des challenges qui va arriver avec les nouveaux algorithmes post-quantiques, c'est la taille des clés. On peut voir sur ce schéma-là que finalement, la crypto telle qu'on la connaît depuis des dizaines d'années, elle est assez peu consommatrice en termes de ressources, que ce soit RSA, les courbes elliptiques, on voit qu'on utilise très peu d'octets. Par contre, dès qu'on va passer sur des algorithmes quantiques, là, on va passer sur des ratios de 10 à 40 fois plus larges. Donc là, vous avez une petite idée en fonction des algorithmes qui ont été sélectionnés par le NIST notamment. Si on prend MLDSA, qui est celui le moins gourmand en termes d'algorithmes, on voit qu'on est quand même tout de suite sur le double de ce que faisait RSA. Ce qui veut dire que ça va amener des impacts sur les performances, sur les échanges. Par exemple, quand vous accédez à un site internet, vous allez présenter un certificat pour vous authentifier sur un site. Et comme il aura des tailles d'algorithmes plus grosses, ça va nécessiter plus de temps de latence potentiellement et amener plus d'échanges dans les connexions. Et il va falloir commencer à réfléchir pour adapter son infrastructure et gérer ces problèmes-là. Et comme on parle d'hybridation, si on se dit qu'on va ajouter un deuxième algorithme dans les certificats pour les rendre résistants et permettre d'organiser cette transition, on va aussi ajouter de la donnée. Donc il va falloir anticiper et adapter tout ça. Donc migrer vers le PQC, ce n'est pas juste changer des algorithmes. Ce serait trop facile. L'idée, c'est vraiment de se dire, il faut que je me prépare à gérer des tailles de clés plus grosses et potentiellement, en fonction de mon environnement, ce ne sera pas toujours facile.
qu'on peut avoir des objets contraints qui n'ont pas la possibilité de stocker des clés plus grosses. Aujourd'hui, si on regarde l'état des lieux en termes de maturité dans l'écosystème, on voit qu'il y a encore du chemin à faire et finalement, on est au tout début de la chaîne de confiance. Donc sur la partie gauche ici, vous voyez, on a mis la PKI, donc c'est l'infrastructure de confiance qui va générer les certificats. Et finalement, c'est un peu la première étape, c'est-à-dire pour émettre des certificats quantiques, il faut déjà que ma PKI soit en mesure de le faire. Ça, c'est le premier point, avec le HSM, bien entendu. Donc ça, c'est des briques qui aujourd'hui existent, qui sont déjà disponibles sur le marché et on peut commencer à faire des tests intéressants pour adapter son infrastructure. Mais à côté de ça, il y a encore pas mal de challenges et on voit bien sur ce slide-là que finalement, l'écosystème, il est vaste et il va falloir adapter tous les environnements informatiques, que ce soit sur l'environnement Windows, être en capacité d'adapter les librairies crypto pour venir lire ces nouveaux certificats, pour pouvoir déployer des nouvelles cryptos libres sur les serveurs Linux et ainsi de suite. Et là où ça va être encore plus compliqué, c'est sur les objets contraints, type IoT. En général, on va utiliser un secure élément et on ne peut pas mettre de certificats très volumineux. Donc il y a un enjeu autour de la taille de la donnée, c'est ce que je disais un peu en introduction. L'idée, ça va être de voir si finalement ce qui a été sélectionné aujourd'hui est suffisant et s'il ne va pas plutôt falloir attendre une itération des algorithmes suivants qui sont en cours de qualification pour justement répondre à ce type d'enjeu. Et sur la partie droite, on a aussi toute l'adaptation autour des applications. Parce que c'est bien beau d'avoir un certificat quantique, mais si mon application n'est pas capable de le lire, finalement, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Donc il va falloir aussi engager un travail autour des applications pour les adapter, les mettre à jour et s'affranchir de la crypto classique. Donc tout ça, ça va nous amener sur un choix de stratégie à mettre en place. Et en termes de stratégie, il y en a 3 principales qu'on voit ici. La première, c'est le Big Bang. On peut se dire, tiens, les algos quantiques sont là, moi j'y vais, je vais protéger mes applications, je vais déployer tout de suite du pur quantique. C'est une façon de faire. Le seul souci, c'est que finalement, je ne vais pas tenir compte de l'existant, c'est-à-dire de mes clients applicatifs qui ne sont pas forcément adaptés, un browser Internet qui n'est pas forcément en mesure de lire ces certificats. Et finalement, je vais mettre de côté un certain nombre de personnes qui ne pourront plus accéder à mes services. Donc c'est une approche qui peut être assez risquée en termes de mise en place. La deuxième, par contre, autour de l'hybridation, c'est l'approche qui a été retenue au niveau européen, qui consiste à dire, dans nos certificats, on va plutôt faire cohabiter ce qui est éprouvé et qui marche bien depuis des années, c'est-à-dire la cryptographie à base de RSA et des courbes elliptiques, et on va venir ajouter dans ce même certificat les nouveaux algos qui ont été sélectionnés par le NIST. Donc on va faire cohabiter ces différents algorithmes, et ce qui va permettre de venir lire l'un ou l'autre des algorithmes en fonction de ce qui est supporté par l'application. Donc ça permet de se dire, je me laisse du temps pour adapter mes applications, je vais pouvoir organiser une transition et voir comment ça se comporte. Donc je ne risque pas de tout casser du jour au lendemain, je garde une rétrocompatibilité. Et c'est vraiment ça qui est important comme notion à retenir. Et enfin, la partie composite, les certificats composites. Alors c'est un peu plus récent, ce n'est pas encore bien standardisé, mais l'idée ce serait de se dire, je vais faire merger ces certificats, ces algorithmes classiques et post-quantiques pour utiliser finalement une clé unique qui sera une concaténation de ces 2 algorithmes. Là, il y a encore un peu de travail à faire pour que ce soit vraiment utilisable. Et aujourd'hui, on est plutôt en phase de finalisation, de standardisation que vraiment d'un réel déploiement sur cette partie composite. Mais en tout cas, c'est des choses qui évoluent assez rapidement et qui sont en tout cas poussées plutôt du côté des US. Alors, dans tout ça, pour faire évoluer mes applications et préparer ma transition, la première des choses, ça va être de faire un état des lieux. Qu'est-ce que j'ai dans mon entreprise qui a de la valeur? Quels sont mes assets cryptographiques? Qu'est-ce que je dois faire migrer en priorité?
Donc on va vraiment partir d'une analyse de risque, finalement, où on va se dire, j'inventorie, je cartographie, et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir vraiment me poser et voir quelles sont mes priorités en termes de migration. Parce qu'on ne va pas forcément tout migrer, ce serait trop coûteux, etc. Une fois qu'on a défini ça, qu'on a évalué la sensibilité de ces données, là où il y avait des enjeux, on va pouvoir déployer l'hybridation. Donc ce que je disais tout à l'heure, émettre un certificat qui va combiner à la fois des algorithmes classiques et les nouveaux algorithmes résistants à l'ordinateur quantique. Donc comme ça va permettre de se protéger des différentes attaques qu'on a pu voir en introduction. Et enfin, la troisième partie, la crypto-agilité. Alors on entend beaucoup ce mot-là, mais c'est important de se dire, la démarche que vous allez faire, il faut la réfléchir, ou si demain je change mon algorithme, je ne dois pas tout recommencer de zéro. Il va falloir mettre en place les procédures et les bons outillages pour que mes applications, si un des algos post-quantiques qui a été retenu présente une faille dans 2 ans, je puisse le changer facilement sans devoir tout recommencer. Et c'est là où potentiellement on va trouver des solutions intéressantes. Peut-être qu'on va avoir une couche d'abstraction supplémentaire dans les applications pour finalement déléguer cette gestion crypto. Donc ça, ce sont vraiment les 3 piliers, je dirais, de cette méthodologie. Et ici, pour vous illustrer un peu comment ça se passe avec un certificat hybride, dans le cas d'un échange TLS, donc cas d'usage qu'on connaît tous et qu'on pratique tous les jours, j'accède à un site internet. Mon client, sur la partie gauche, il n'a pas de capacité, il n'est pas en mesure de lire un certificat quantique. Son navigateur internet n'est pas à jour, mais comme il a un certificat hybride, il va pouvoir utiliser la cryptographie classique. Donc on va toujours lui permettre d'accéder à son application et on va continuer à utiliser du RSA par exemple. Et l'échange de clés sera en Diffie-Hellman. Par contre, sur la partie droite, j'ai un client qui est capable de lire les certificats quantiques et cette fois-ci, plutôt que de reposer sur la lecture du RSA, je vais venir lire la signature MLDSA de mon certificat et je vais pouvoir monter le niveau de sécurité. Donc tout ça, bien sûr, les suites cryptographiques supportées, etc., c'est géré au niveau du serveur. Ça veut dire que vous mettez en place les configurations qui vont bien et finalement, le client, on va s'adapter au client. Ça, c'est vraiment la démarche qui est intéressante. Et tout ça, bien sûr, c'est drivé aussi par des réglementations. Donc, il y a ce que dit l'ANSI, le NIST, mais c'est qu'un début. C'est qu'un début. Donc, comme je le disais, en 2030, de toute façon, on sait qu'il n'y aura plus de sécurité autour des algos actuels. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si ça va se produire, ça se produira. La question, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui aura de la valeur dans mon système d'information et ce que je vais protéger. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout ce qui est lié autour de la compliance. Donc il y a un certain nombre de réglementations qui ont été émises par l'Europe, que ce soit autour de Nice 2, du Cyber Resilience Act, de DORA, etc., qui vient renforcer la partie inventaire. Donc le fait de pouvoir avoir des solutions qui inventorient ces assets cryptographiques, etc., c'est important. Donc on va mettre en place ces choses-là. Et le plan d'action, les autorités ne disent pas clairement dans le détail ce qu'il faut faire, mais dans les grandes lignes, on fait une évaluation, donc l'analyse de risque que j'ai présenté au départ, se protéger rapidement du Harvest Node et Cryptletter. Donc si vous avez des données sensibles, c'est la première des choses à faire, sécuriser ces données-là et pas tout votre système d'information tout de suite. Et ensuite, dans cette phase de transition, organiser l'hybridation. Donc on va mettre en place la possibilité de lire les 2 types de certificats. Et enfin, une fois que cette période de transition sera terminée, on pourra partir sur du pur PQC. Et là, probablement que d'ici quelques années, on aura encore de nouveaux algorithmes qui seront présents. Je pense notamment dans l'IoT où on a Falcon qui va arriver l'année prochaine, etc. Donc c'est quelque chose qui va vivre. Et d'où l'importance de s'abstraire justement, d'implémenter en dur dans ces applications ces fameux algorithmes. Et bien sûr, dans tout ça, donc il y a des solutions qui permettent de mettre en place ces tests. Donc IN Group, en tant qu'acteur souverain, on met à disposition une PKI. Donc si vous avez envie d'engager une démarche de test
autour de ces certificats quantiques, sachez qu'on peut vous mettre à disposition un accès gratuitement pour voir à quoi ça ressemble, pour le tester au sein de vos applications ou pour adapter vos applications tout simplement. Et on a aussi à cœur de fournir une solution qui soit à l'état de l'art en termes de certification. Donc c'est une solution certifiée critères communs et qui vous garantit une souveraineté. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas anecdotique. Et bien entendu, on respecte tous les standards autour de la cryptographie. Voilà, en tout cas, j'ai tenu dans les 15 minutes. J'ai fait en sorte d'aller à l'essentiel.